Sageco. Présenté par Mathieu Takizala. Bonjour, bienvenue dans la chaîne économique de Kinshasa et de l'espace francophone Info SAG avec l'émission Sageco. Sageco d'aujourd'hui, c'est vraiment une émission spéciale concernant les élections de la grande puissance économique qu'on appelle les États-Unis d'Amérique, mais un grand continent comme le continent africain qui a beaucoup de potentialités, 54 États avec le sous-sol riche, démographie qui est aujourd'hui, qui peut tirer la croissance mondiale. Mon avis, entre deux potentiels candidats, la droite et la gauche, qui a été représentée, la droite avec l'ancien président américain Trump, et puis la gauche américaine avec la vice-présidente actuelle des États-Unis d'Amérique. Mais nous voyons qu'on a un débat, on n'a pas senti le continent africain, qu'est-ce qui se passe. Et heureusement, ce matin, on a choisi le Parisien de Kinshasa, que j'appelle tous les jours, cher Pati Katanga, de nous dire qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'un grand continent comme ça, une grande puissance économique comme les États-Unis d'Amérique, le débat des enjeux, c'est vrai, nous savons que c'est un débat qui sépare des idéologies politiques des États-Unis, mais les États-Unis tout seuls ne peuvent pas faire le monde, il fait avec les potentialités du monde. Pourquoi dans l'ère des échanges, l'Afrique est absente? Bienvenue d'abord dans ce plateau d'aujourd'hui. Et on va focus sur le débat de Donald Trump et Mme Kamala Harris. Merci beaucoup de votre invitation, Mathieu Takizala. Je salue aussi les téléspectateurs, chacun à son tour. C'est long, bonjour, c'est long, bonsoir. Oui, l'Afrique a été absente, complètement absente du débat entre Harris et Trump aux États-Unis. Débat de très haute facture, parce que ces débats déterminent quelle sera la politique américaine. L'économie, surtout, j'ai aimé les lignes de débarcation économique. Oui, malheureusement, l'Afrique a été ignorée, superbement ignorée. Cela doit nous interpeller, nous, les Africains. Alors que nous sommes le continent qui regorge les minéraux critiques, les minéraux stratégiques qui vont façonner les puissances de demain. Puissance militaire, puissance numérique, puissance économique. C'est en Afrique qu'on trouve. Mais nous sommes absents. Pourquoi? Nous sommes absents parce que nous ne sommes pas sérieux. L'Afrique devait s'interroger, mais l'Afrique, ce matin, ne s'interroge pas. 50 États et tous les 54 États ne sont pas sérieux. Superbement ignorés. Il y a quelques États qui essayent de s'en sortir. On a le Sénégal en matière de démocratie. Merci. On a l'Afrique du Sud en matière aussi, économique. Il y a des avancements aujourd'hui. Oui, avec des nouvelles infrastructures qu'ils ont mis en place. Oui. Mais comparé à tout un continent, c'est quoi? Le Maroc, il y a des exceptions dans le continent. Oui, il y a des exceptions, quelques exceptions, mais comparé à tout un continent, c'est un continent de misère. Pourquoi c'est un continent de misère? Parce que nous-mêmes, Africains, quand je dis que nous ne sommes pas sérieux, ça veut dire que nous ne savons pas appréhender quels sont les enjeux. Je vais prendre un exemple. Oui. L'Afrique qui n'a pas pollué, depuis la révolution industrielle du XVIIIe siècle jusqu'aujourd'hui, on a détruit la couche d'ozone. L'humanité est menacée dans son existence à cause de la pollution. La pollution est mise au nord. La pollution est mise au nord par les États-Unis, principalement, et l'Europe. Aujourd'hui, vous avez la Chine, vous avez l'Inde. Vous avez d'autres pays émergents qui continuent à polluer. Qu'est-ce qu'on nous dit, nous les Africains, dans les diverses COB, dans les diverses rencontres sur l'environnement, on prend des résolutions et l'Afrique signe qu'il faut quitter les énergies fossiles. Il faut quitter les énergies fossiles. Ça veut dire que l'Afrique ne pourra pas toucher à son pétrole. L'Afrique qui n'a pas pollué, l'Afrique qui n'est pas développée, l'Afrique qui n'a pas eu le temps de mettre à profit ses ressources naturelles. Ceux qui ont pollué ont développé leur pays, leur continent, l'Europe, les États-Unis, aujourd'hui la Chine, l'Inde, le Pakistan. Ceux qui ont pollué nous disent aujourd'hui non, ne touchez plus aux énergies fossiles. Et il faut signer que dans 10 ans, même pas, c'est en 2033, il n'y aura plus de voitures à moteur thermique. Ça sera fini.
2033, c'est demain. Est-ce que l'Afrique anticipe déjà ce que vous êtes en train d'annoncer dans ces plateaux économiques de l'Afrique francophone? Justement, l'Afrique subit. Parce qu'on dit en 2033, plus de fabrication de véhicules à moteur thermique. Donc, les plus grands consommateurs de pétrole, ce sont des véhicules. Si on n'a plus de véhicules à moteur thermique, ça veut dire que nous sommes sortis des énergies fossiles. Mais dans l'entretemps, eux se sont développés. Le continent européen, le continent américain, aujourd'hui l'Afrique, aujourd'hui la Chine et les... En contrepartie, nous avons quoi, nous, l'Afrique? Qu'est-ce qu'on nous apporte en contrepartie? Nous sommes victimes de la pollution. Nous sommes victimes du sous-développement. Nous sommes... Il y a ce qu'on appelle le carbone, le droit de carbone, où on paye les États du Sud. Ce n'est pas ça. Ça, ce sont des mesures qu'on appelle des mesures cosmétiques des États qui sont puissants pour nous tromper. Crédit carbone. Crédit carbone. Tout le monde ne va les pas les... Tout le monde ne va pas les planter. Tout le monde ne va pas les planter. Il faut qu'on ait, nous l'Afrique, en matière d'environnement, les mesures qu'on prenne. Il faut que nous, l'Afrique, on puisse bénéficier d'un plan. Autrefois, on a appelé en Europe le plan Marshall. Il faut que l'Afrique bénéficie d'un plan de développement pour que l'Afrique ne puisse pas toucher à ses ressources, notamment les énergies fossiles. Non, l'Afrique n'a rien. On dit à l'Afrique de signer. Or, la pollution, l'Afrique est aussi première victime parce que les déserts continuent à avancer tant dans le Sahel que dans le Kalahari. Aujourd'hui même au moment où nous parlons, il y a pénurie de maïs dans tous les pays du Sahel. Il y a pénurie de maïs dans les pays qui sont après nous. Ça veut dire des pays qui appartiennent au désert de Kalahari, la Namibie, le Zimbabwe, la Zambie, tous ces pays-là, à cause de la pollution qui a asséché les sols. Aujourd'hui, ils ont les pénuries de maïs parce que les sols deviennent de plus en plus infertiles à cause de la pollution. Mais qu'est-ce qui fait que une grande puissance comme les États-Unis d'Amérique, des acteurs majeurs, personne est novice dans la politique, Mme Harris est actuelle vice-présidente des États-Unis d'Amérique et Trump, c'est l'ancien président des États-Unis d'Amérique, ils connaissent déjà la réelle politique, comment ils peuvent faire un débat qui va faire des enjeux pour les électeurs américains, en premier lieu, mais il n'y a pas les marqueurs pour le continent en potentiel des ressources. Mais parce que nous... Qu'est-ce qui fait ça? Ils ne connaissent pas l'Afrique ou c'est quoi? Parce que c'est des gens qui sont déjà aux affaires. Non, c'est parce que nous ne pèsons rien. L'Afrique, dans l'échange mondial, dans le PIB du monde, l'Afrique c'est moins de 2%. Les États-Unis c'est plus de 35%. Donc les États-Unis nous considèrent, nous l'Afrique, comme étant une simple réserve des minéraux stratégiques. Nous ne sommes que, pour eux, la réserve des minéraux stratégiques où ils viendront puiser pour leur puissance, pour leur économie. Donc ils ne nous prennent pas en compte. Tant même sur le plan environnemental, j'ai dit ici, le dégât que cause la pollution, mais aussi, il faut savoir, vous avez vu des inondations, même au Congo jusqu'aujourd'hui. Toutes ces inondations sont dues au changement climatique. Changement climatique causé par la pollution de l'atmosphère par les pays les plus puissants. Mais ça, ils ne pensent pas à nous. L'Afrique risquerait de disparaître avec cette histoire des changements climatiques. Mais eux, ils ne tiennent pas compte de nous. Parce que nous-mêmes, nous ne voulons pas nous faire compter dans le monde. Lorsque nous allons dans les forums, divers forums, on va en arriver aujourd'hui, nous venons de la Chine. On ne se réunit pas à Addis Abeba, l'Afrique, pour sortir sa feuille de route. Les pays africains ne se réunissent pas pour sortir la feuille de route de l'Afrique. Qu'est-ce que l'Afrique veut? Comment va se faire l'intégration économique entre pays africains? Qu'est-ce que l'Afrique veut en face de problèmes d'environnement dont j'ai dit ici? Non, nous y allons chacun de son côté. On vient d'avoir l'exemple en Chine, on va y arriver. Chacun de son côté. Et vous allez remarquer qu'un seul pays, hier c'était les États-Unis, qui a appelé toute l'Afrique. Aujourd'hui c'est la Chine qui a appelé toute l'Afrique. Demain, avant la fin de l'année, ce sera la France
qui va appeler toute Il l'Afrique. y a toujours des accords entre les États, avec des économies avancées, avec le reste du continent, le continent qu'on appelle l'Afrique. Vous savez, en Chine, Oui. la philosophie économique de la route des choix fait que de temps en temps, on voit que les dirigeants africains partent en Chine pour négocier les traités ou les accords économiques. Il y a aussi l'accord avec l'Europe et le reste d'Afrique, on dit ACP, vous le connaissez. Et puis les États-Unis avec ce qu'on appelle la GOA, la loi qui dit que voilà, les Africains peuvent exporter avec des exonérations douanières dans des frontières américaines. Mais un pays qui met une loi pour permettre aux économies africaines de rentrer, comment fait-il dans le débat? Parce qu'on a parlé d'immigration. On sait que quand on parle de l'immigration, on regarde le continent africain, on regarde par exemple l'Amérique du Sud. Mais maintenant, comment fait-il l'immigration? On parle, mais le traité entre partenaires, parce que Kinshasa ou toutes les capitales africaines, il y a des ambassades américaines. Comment fait-il le politique de haut rang, les deux personnages de la scène politique américaine, n'essaye pas de donner l'air marqué vis-à-vis à ces continents? Mais parce que l'Afrique ne pose pas correctement le problème de l'Afrique. L'Afrique ne pose pas le problème de l'Afrique en termes global. Eux, c'est vrai, il y a des accords. Et puis il y a des accords bilatéraux. Avec tel pays, c'est parce que a besoin l'Afrique. L'Afrique a besoin de se réunir à Addis Abeba et sortir une feuille de route. Quels sont les besoins de l'Afrique? Il faut relier l'Afrique du nord au sud. Il faut une route rail qui va de Alger jusqu'à Cap de Bonne-Espérance. Il nous faut une route de dessert qui va de Abidjan jusqu'à l'Éthiopie. Et donc, avec des interconnexions, pour permettre à l'Afrique déjà d'échanger entre Afrique. Comment allons-nous développer les Rien que le pont Brazzaville-Kinshasa, Tolé, Kinshasa dit, ben moi j'ai une port de banana, j'irai pas avec ce truc. Croyez-vous vraiment que... Parce qu'il y a des mirailles dans le continent. Alors c'est comme ça. Voilà, mais comment alors ne vous étonnez pas que les autres nous oublient. C'est comme ça qu'on nous oublie dans leur débat. Parce que nous ne savons pas poser le problème de l'Afrique. Nous voulons chacun de son côté. L'Europe, un vieux continent qui s'est fait la guerre. La France a fait la guerre contre l'Angleterre des années. La guerre des 100 ans. C'est entre l'Angleterre contre la France. La France a fait dans l'état moderne la guerre contre l'Allemagne. La première guerre et la seconde guerre mondiale. Aujourd'hui, ils sont réunis. Les économies les plus puissantes se mettent ensemble. Nous là, qui n'avons rien là. Nous là. Les économies les plus exsangues, encore si on peut parler d'économie. Nous ne voulons pas jouer collectif. Mais comment les Africains se réunissent en disant on va créer ce qu'on appelle la ZLECAf, la zone de libre-échange économique intercontinentale. Elle est là, déjà, sur des textes. Dit tout le monde est sénateur. Mais l'infrastructure, comme vous déplorez, est absent parce qu'il dit l'économie, il faut des canaux, y compris le pont, les routes et les avions qui circulent ou le chemin de fer. Et pour avoir toutes ces infrastructures, il faut avoir des institutions financières. Le continent aujourd'hui a ce qu'on appelle la Banque africaine de développement, parce qu'elle a assez de moyens pour permettre quand même que ce continent puisse quand même se financer. L'Afrique ne se prend pas au sérieux. J'ai dit ici qu'ils ne peuvent que nous oublier parce que nous ne posons pas correctement notre problème. Banque africaine de développement, vous savez qui finance? Qui le finance? Quelle est leur source de financement? Les sources de financement de la Banque africaine, c'est la Banque mondiale. C'est la filiale de la Banque mondiale. Ce n'est pas de fonds africains. Ah bon? En tout cas, si c'est des fonds africains, c'est des fonds minimes. C'est la Banque mondiale. Qui dit la Banque mondiale dit les États-Unis, dit l'Europe. Ce n'est pas comme aujourd'hui le BRICS. Ils ont une banque de développement, le BRICS vient de mettre une banque de développement. Financée par les pays du BRICS. Ce n'est pas le cas de la Banque africaine de développement. Nous n'avons aucune participation, nous les Congo, dans la Banque africaine de développement. Nous avons même des dettes. Mais la dernière fois, on avait un administrateur. Si on n'est pas participant, comment fait-il à chaque fois le Congo, la dernière administrateur de la démocratie du Congo, c'était l'ancien ministre de l'économie, le professeur Matungulu à Malabo. Nous sommes membres, oui, certes. Mais nous avons des dettes depuis des années, nous ne payons pas notre participation. C'est pour ça qu'il y a un certain nombre de programmes
ne peuvent être financés par la Banque africaine de développement, parce que pour être financé par la Banque africaine de développement, il faut être à jour des cotisations. Et donc, ça veut dire que ce n'est pas seulement le Congo, mais aussi d'autres pays africains par manque de moyens. On dit ZLECAf, vous avez dit... La ZLECAf, la ZLECAf. zone de libre-échange intercontinentale, on dit. Oui, on a signé, Échange économique. on a signé depuis 5 ans. Mais concrètement, aujourd'hui, c'est quoi? Concrètement, c'est quoi? Cette zone... Je pense que la vocation, c'est le développement de l'économie entre pays africains. Voilà. L'échange commercial entre les États, en baissant les barrières douanières, tout ça, ainsi de suite, faire de sorte que les Namibiens vendent au Congo et les Congolais vendent. Vous allez échanger quoi si vous n'avez pas de rails? Vous allez échanger quoi si vous n'avez pas de route? Vous allez échanger quoi si vous n'avez pas un système fluvial, fluide? C'est pour ça que j'ai dit qu'on ne pose pas le problème correctement. L'Afrique a un problème sérieux d'infrastructure. Il faut relier Alger au Cap de Bonne-Espérance. Il faut le relier à l'ouest, Abidjan, et jusqu'à l'est, là-bas, à Dar es Salaam. Il faut qu'il y ait des interconnexions pour développer le commerce. Si vous voulez que le commerce se développe, il faut qu'il y ait des infrastructures. Le commerce intra-africain, vous savez, il est évalué à combien? Il est évalué à combien? Moins de 10%. Moins de 10% d'échanges. Donc l'Afrique achète en dehors du continent. L'Afrique est extravertie. Non seulement l'Afrique achète en dehors du continent, mais l'Afrique, le peu de moyens qu'elle dispose, fait l'exportation des fonds. Nous achetons en Chine, nous achetons aux États-Unis, nous achetons en Inde, nous exportons de fonds, l'argent africain, pour acheter des produits finis. Alors qu'on peut développer, on peut exiger. Donc c'est ce qui justifie le taux de chômage africain. Donc comme pas de transformation, beaucoup d'informels. Et cela fait que les jeunes africains, pour avoir un travail, ça devient de plus en plus rarissime, c'est ça. Donc c'est ce qui justifie ça, comme l'Afrique, entre eux, il n'y a pas cet échange qui est au niveau même de 20%. Avant-hier encore, 300 Sénégalais ont pris la route de la mer pour Méditerranée. Pour aller vers l'Europe. Et l'embarcation a chaviré. Les images sont là. Jusqu'aujourd'hui, on a retrouvé 29 corps, à peu près. 29 corps. C'est hallucinant. Et l'Afrique n'en parlait pas. L'Afrique est devenue un continent où il n'y a plus d'espoir. Elle doit faire quoi, l'Afrique? Elle doit faire quoi? Parce que les autres continents ont connu aussi ce que vous déployez ici, mais ils ont essayé un peu de poser le marqueur. Et aujourd'hui, l'Afrique, dans la globalité, qu'est-ce qu'elle doit faire? L'Afrique, elle doit comprendre d'abord que c'est ensemble qu'on est fort. C'est ensemble qu'on est fort. L'Afrique ne doit pas jouer individuel. L'Afrique doit jouer collectif. L'Afrique doit sortir à côté de cette zone-là. Il faut sortir le plan de mise en route de ce marché-là. Nous sommes forts, les Africains, particulièrement les Congolais, pour écrire. Mais dans la faisabilité, dans la pratique, souvent, il n'y a rien. On nous a appelés en Chine. Nous sommes allés en Chine sans qu'il y ait eu au préalable une réunion à Addis Abeba pour dire nous allons en Chine. Ah, au niveau de l'Union africaine donc. Au niveau de l'Union africaine, pour dire la Chine nous appelle. Quel doit être le besoin de l'Afrique? Et enfin sortir une feuille de route, ce que veut l'Afrique. La Chine sait ce qu'elle veut. La Chine sait ce qu'elle veut. La Chine veut être la première puissance d'ici 10 ans. Et dans tous les domaines. L'Afrique veut dépasser les États-Unis en termes de puissance militaire. La Chine veut dépasser les États-Unis en termes de puissance militaire. La Chine veut dépasser les États-Unis en termes de puissance économique. La Chine veut dépasser les États-Unis en termes de puissance sociale. La Chine sait ce qu'elle veut. Et pour que la Chine y arrive, dans les défis qui sont les siens, la Chine a besoin de l'Afrique. Parce que c'est l'Afrique qui est les réserves mondiales de minerais stratégiques. Donc on a besoin de ces minéraux stratégiques pour construire les satellites, pour construire les numériques, pour bâtir des armes les plus sophistiquées. Donc la Chine considère l'Afrique comme étant simple réservoir de minéraux. Mais comment vous trouvez le débat d'hier, Kamala Harris avec le président Trump, où on parle, selon Trump, il faut augmenter le droit des douanes aux produits chinois. Vous-même vous dites que l'Afrique dépend de la Chine. Mais si, admettons que Donald Trump arrive au pouvoir, ça ne va pas frustrer les économies africaines? Parce que si la transformation en Chine va se ralentir, d'abord ils ont une crise dans le secteur immobilier jusqu'à aujourd'hui.
Et si qu'aux États-Unis, on taxe plus le produit chinois, nous dépendons beaucoup plus dans la matière première et nous vendons aux Chinois, les Africains. Il n'y aura pas de répercussions dans les économies africaines. Quel que soit le président qui sera élu aux États-Unis, ça ne changera rien pour l'Afrique. Si l'Afrique elle-même n'arrive pas à faire la sommation de ses besoins, qu'est-ce que moi, l'Afrique, j'ai besoin? Et en ce moment-là, bâtir une diplomatie sur le plan international parce que nous avons des outils afin que on puisse prendre en compte nos besoins. Si l'Afrique elle-même ne sait pas vendre, elle ne sait pas se vendre, personne ne viendra parler Afrique. Le problème de la Chine et des États-Unis resteront les problèmes des grandes puissances. Et l'Afrique n'interviendra jamais. L'Afrique restera ad vitam aeternam pour eux, les réserves des minéraux stratégiques. On va puiser là-bas pour avoir les armes les plus sophistiquées. On va puiser là-bas pour les numériques. On va puiser là-bas les ordinateurs, j'ai dit les numériques. Donc, vous comprenez, l'Afrique restera simple réserve. Donc, nous les Africains, nous devons quitter, c'est comme au football. Vous avez les téléspectateurs qui viennent et vous avez les joueurs qui jouent. L'Afrique doit quitter le pourtour. L'Afrique doit quitter le pourtour pour jouer son rôle de joueur sur le terrain. Il n'est pas dans le pelouse. Non, l'Afrique est dans le pourtour. Observateur et applaudisseur. L'Afrique ne joue pas sur le terrain. L'Afrique doit quitter ce rôle pour prendre son rôle de joueur. Parce que quand le match est fini, les joueurs, quand ils partent, ils en ont rien à foutre des spectateurs. Mais les spectateurs rentrent dans leur quartier. Barcelone, les donc équipes. C'est ça le rôle de l'Afrique. Oui, l'Afrique doit quitter le pourtour. Actuellement, donc, il est dans le pourtour. Il est dans le pourtour, j'ai dit. Barcelone, c'est tout. Il est dans le pourtour. L'Afrique doit quitter le pourtour pour aller sur le terrain, aller jouer, prendre son rôle de joueur. Il doit jouer sur le terrain. Tant que l'Afrique ne quittera pas le pourtour, il restera ad vitam aeternam un applaudisseur des autres. Un applaudisseur des autres. Nous avons combien suivi ces débats d'hier. Vous pensez que s'il y a un débat demain ici entre... Allez, Martin Fayoulou et le président actuel, Félix, le président Tshisekedi. vous pensez qu'aux États-Unis, on va regarder? Donc vous comprenez que nous sommes encore Mais qu'est-ce dans qui le fait pourtour. que le débat américain, toute l'élite africaine a regardé, y compris les journalistes, les économistes, les politiques que vous êtes, mais pourquoi nos débats ne peuvent pas susciter aussi des vocations dans le pays avancé? Quelle est la différence? Mais je l'ai imagé ici. Les spectateurs, les joueurs n'en ont rien à foutre. Est-ce que les joueurs sont salaires? Est-ce qu'ils partagent avec les spectateurs? Est-ce que les équipes, quand ils gagnent des coupes, est-ce qu'ils versent quelque chose? Donc vous comprenez, il faut quitter le pourtour, descendre sur le terrain, jouer les rôles, jouer sur le terrain, qui est plutôt d'être dans les gradins, en train d'applaudir les joueurs. Donc l'Afrique doit jouer. Maintenant, l'Afrique a essayé de jouer la semaine qui vient d'achever, la semaine passée, 50 milliards. Les Chinois disent qu'ils ont mis 50 milliards. 45 États étaient en Chine, y compris la RDC. Nous avons vu la plupart des ministres de Kinshasa, le ministre de la Défense nationale, le ministre du Transport, le ministre de l'Agriculture. La Chine est parmi les greniers agricoles, vous le savez. Nous avons vu le ministre de l'Énergie. La Chine aussi est parmi les grands producteurs d'énergie au monde. Et puis, c'est là on a vu aussi des accords qui se signent, par exemple en matière de sécurité. Et puis, pensez-vous, dans les 50 milliards que les Chinois sont en train de mettre, la RDCP, vu les potentialités, vu cette délégation qui était importante, on peut engroger combien? On peut récupérer 20 milliards. Marché des dupes. Marché des dupes. La RDC, il y a plus de 15 ans, a signé un contrat qu'on a appelé le contrat chinois. Oui. La RDC. Qui était de 7 milliards. Hein? Non, le contrat n'était pas de 7 milliards. Le contrat était de 9 milliards. Et la RDC devait rembourser en minerai pendant 25 ans. Nous y sommes encore. En cuivre et en cobalt. Et on continuait depuis 15 ans à pomper notre cuivre et notre cobalt. Mais quand vous regardez ce contrat-là, il était dit. La Chine va ériger des routes de dessert agricole. La Chine va ériger, en contrepartie de ce contrat, des universités, des écoles, des hôpitaux. Cherchez-moi un hôpital conçu par les Chinois. Cherchez-moi une autoroute
conçu par les Chinois. Donc pendant 15 ans que ce contrat court, la Chine pompe matière brute. Hein. Il les prend en matière brute. Le cobalt et le cuivre en matière brute. Et tout le monde sait, là où vous avez le cobalt, là où vous avez les cuivres, vous avez d'autres minéraux à côté. Mais la Chine vient prendre en état brut et va les tamiser en Chine. Nous ne sommes pas là. S'il y a d'autres minéraux qu'on a extraits, nous ne sommes pas Mais là. c'est pour ça, la façon que vous parlez, vous voyez que le président Tshisekedi a cherché à revoir ces contrats que vous décrivez dans ces plateaux. Il a dit non, c'est pas normal que vous preniez le matière première. Il faut que le Congolais aussi soit un bénéficiaire. Il fallait revoir. Il n'y a pas longtemps, IGF, vous savez, IGF a essayé d'évaluer ce qui a été fait sur le contrat chinois. Et aujourd'hui, à Kinshasa, il y a le ROCAD. Hein. C'est dans ce contrat-là que vous avez dit, voilà, il faut reconstruire, il faut construire la route 60 km qui va se faire pour que les Quinois circulent paisiblement et puis revoir aussi d'autres outils qui étaient dans ce contrat. On va détourner cet argent. Cet argent sera détourné. Il y a des travaux qui sont en train de se faire là-bas. C'est le problème. C'est des gens en exécution là. Les gens sont en train de travailler nuit et jour. Ils ont commencé vers Mboudi. Donc ils sont en train de descendre. Au stade de Martyr, ils étaient en train de construire Arena, non? Vous connaissez le prix? Ça aussi, c'est les Chinois qui construisent. 105 millions de dollars. Le problème, ce n'est pas les Chinois, le problème, c'est nous. 105 millions. Pour démontrer que tout ça va aller dans les poches des gens. Les 50 milliards que la Chine a donné à l'Afrique, enfin, a donné. Les 50 milliards que la Chine a fait endetter à l'Afrique. D'abord, comme on dit en Lingala, Boza combien? Moutakabi, 200 $, mais Boza combien? Ils étaient 45. Alors faites la moyenne. Est-ce que c'est l'histoire de la moyenne ou c'est l'histoire de celui qui va proposer? Non, même, parce que c'est pas des dons. J'ai réfléchi dans l'absurde. J'ai dit prenons la moyenne. Oui. Ce n'est pas à la hauteur des besoins du Congo. Oui. Ce n'est pas à la hauteur. Si on prend la moyenne, nous sommes à 1 milliard. Ça, c'est la moyenne. Le Congo sera loin d'avoir 1 milliard de la Chine. Mais allez, prenons ces 50 milliards-là. On divise par 50 pays africains. Allez, on prend 1 milliard par pays. J'ai fait un calcul absurde. Hein? Mais si on le fait par exemple, et que si le Congo a proposé correct, il prend 20 milliards. Ça peut se faire aussi. Ce sont des banquiers. On regarde votre économie, comment vous évoluez. Oui. C'est de l'argent que vous devez rembourser. Oui. Donc il y a des critères. Oui. Si vous avez un budget à l'interne tel que nous avons, on ne peut pas vous faire endetter à l'auteur de 20 milliards. Comment vous allez rembourser? C'est l'Afrique du Sud qui va avoir les gros morceaux. C'est les économies les plus puissantes. L'Afrique du Sud, le Maroc, l'Algérie. Pas nous. Nous, ça sera autour Nous serons aux alentours de 1 milliard. De 200 millions. Arrêtez les milliards, pas des milliards. Ah. Mais parce qu'on vous endette à la hauteur de vos moyens, non? Ça paraît logique, non? Mais en potentialité. Yo maman a teka Angouba. Oui. Yo maman a teka Angouba. Oui. Hein? Ok, on c'est 200 $. Hein? Mais attends, la justice européenne, c'est auteur, non? Maman a teka Angouba. Comment vous avez pu lui donner 200 $? Vous savez bien qu'il n'a pas les moyens de rembourser. On dit Donc, on vous endette, on vous fait endetter. Ça, c'est la règle de l'économie telle qu'elle fonctionne. Si c'est un endettement, on vous donne ce que vous êtes en capacité de rembourser. Ce que vous êtes en capacité de rembourser. Pas seulement le capital qu'on a mis à votre disposition, mais aussi les intérêts. Parce que la dette génère des intérêts. D'abord, la dette génère les services de la dette. La dette, après les services, la dette génère des intérêts. Après les intérêts, vous avez le capital à rembourser. Donc ça veut dire que vous pouvez partir de 1 milliard et en fin de compte, les remboursements peuvent vous amener jusqu'à 3 milliards. Hein. TTC, toute taxe comprise. Ça peut vous amener à 3 milliards. Donc même les jeux de l'endettement, pour l'Afrique, c'est un jeu de dupes. C'est un jeu de dupes. Parce que le Congo, mon pays, si elle est dans la bonne gouvernance, si c'est un pays qui est mieux géré, le Congo a des moyens qu'il faut. Le Congo a les moyens qu'il faut. Mais qu'est-ce qui nous empêche que ces moyens soient mis du point de vue pratique aujourd'hui? Mais qu'est-ce qui nous empêche? Nous avons des problèmes politiques récurrents. Nous avons des détournements partout. 100 jours, on a détourné. Chile-Gelou, on a détourné. Arena, on a détourné. RAM, on a détourné. Je continue? Il y en a encore. Mais les gens vous voulez qu'on vous prenne au sérieux comment? On les arrête. De temps en temps, quand au Congo aujourd'hui, avec IGF, lorsque vous êtes
hors la loi en matière financière. L'IGF ne fait On rien, vous met personne dans n'est des en cours- personne on n'est en vous met- prison. on vous met Le dans- président de la République vient lui-même devant le plateau dire qu'il faut respecter les pères de famille dans le cas de lampadaires et des forages. Mais vous-même, vous savez bien et des qu'en forages. matière judiciaire, il y a aussi ce que nous appelons la fameuse présomption d'innocence. Citer le nom de quelqu'un, ce n'est pas une condamnation, vous le savez. Il faut que la justice condamne quelqu'un pour que cette sentence, et la presse, et les experts que vous êtes, et le politique, vous pouvez commencer maintenant à pronostiquer sur la peine qu'on a infligée à quelqu'un. Mais tant que c'est au niveau que la justice est en train de travailler, normalement, nous attendons les résultats de la justice. Parce que la fameuse présomption d'innocence existe. Depuis la rétrocommission de 15 millions, Oui. la justice n'a arrêté personne. Il a ses vitesses, la Les justice. 100 jours, la justice a condamné qui? Rama, on a condamné qui? Les lampadaires, on a condamné qui? Chilegelo, on a condamné qui? Les forages. Attendez, ne prenez pas les Congolais pour des imbéciles. Ils savent voir que c'est un régime de prédation, qu'avec ce régime, on ne peut rien. On ne peut rien. Même les 7 milliards dégagés dans les contrats chinois. Dans la renégociation du contrat chinois. Les 7 milliards dégagés. Quand vous regardez sur papier, c'est noble ce qu'on a écrit. Il faut construire des routes, des desserts agricoles, des universités. Ça, c'est noble. Mais attendons voir. Dans 5 ans, nous serons ici. On va encore se poser la question, les 7 milliards sont passés où? Alors vous voulez que les États-Unis parlent de vous? Les gens qui se comportent comme ça? Vous voulez vous retrouver dans le débat Harris contre Trump? Non, vous ne valez pas la peine. Vous ne valez pas la peine. Parce que vous n'êtes pas sérieux. Il y a des pays qui sont sérieux. Vous avez vu les infrastructures en Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire n'a pas les mêmes potentialités que la RDC. Vous avez vu les infrastructures? Vous avez vu le Sénégal qui a construit RR? Macky Sall. Ça coûtait 1 milliard. Vous avez négligé 1 milliard tout à Macky l'heure, Sall. mais c'était Macky train interurbain au niveau de Dakar. C'est 1 milliard de dollars américains. Le pouvoir, pas parce qu'il avait un mauvais bilan, mais parce que c'est la dynamique démocratique. Que c'était le deuxième mandat, il fallait partir. Mais sur le plan du bilan, Macky Sall a quitté le pouvoir avec un très très bon bilan. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des pays, pourquoi le président, par exemple, Joe Faye, en matière des éleveurs, en matière des agriculteurs sénégalais, en matière par exemple de pêcheurs sénégalais, il y a eu aussi des points où le président Macky Sall a pêché. Mais tout à fait, on ne peut pas réussir un mandat à 100%. Ouais. Je veux dire que s'il est déjà à 60%, c'est bon. Mais nous sommes à zéro. Nous sommes à zéro. Vous ne croyez pas aux Congolais? Je vois vraiment tout est noir chez des Congolais. Non, donc il n'y a pas des choses qui se fait où les autres Africains peuvent profiter de l'intelligence collective. Les Congolais sont ingénieux. Oui. Les Congolais, oui, ils sont ingénieux. Sinon, ils mourraient tous de faim. Oui. C'est parce qu'ils savent se débrouiller, c'est parce qu'ils sont ingénieux. Je parle du régime congolais. Il faut faire la différence entre les Congolais et les régimes congolais. Oui. Les entrepreneurs congolais, ils sont prêts à créer des emplois. Ils sont prêts à participer à l'économie de notre pays. Mais lorsqu'il y a marché, lorsqu'il y a appel d'offres, ce régime-là n'appelle que les entreprises étrangères. Vous voulez faire concurrencer devant un marché les entreprises allemandes contre les entreprises congolaises. Les entreprises congolaises n'auront pas de marché. Il faut protéger les marchés intérieurs. C'est ce que fait les successeurs de Macky Sall. C'est ce que Trump a parlé hier. La taxation des produits chinois. Oui. Parce que vous inondez les marchés américains, qui était un grand marché. Vous inondez le marché les 300 millions d'âmes, qui était un marché où les gens ont le pouvoir d'achat. Et donc, les États-Unis... L'épargne existe aussi. Les États-Unis aussi est un pays qui produit. Donc, vous venez faire la concurrence en nos produits. Donc, c'est considéré comme de la concurrence déloyale. Trump dit, c'est Trump. Il dit, si je rentre au pouvoir, je vais... Mais la gauche américaine dit que ça va augmenter beaucoup des inégalités, par exemple, en termes de points de l'inflation, parce que vous n'allez pas comparer les salaires chinois aux salaires américains. Il y a beaucoup d'éléments. Nous sommes en économie de marché. Oui, raison pour laquelle, si on laisse le libre marché, si les Américains laissent le libre marché aux Et c'est pour ça, vous voyez, que Donald Trump qualifie Mme Harris qu'elle a ce qu'on appelle l'économie marxiste. Voilà. Bon, il est un peu excessif, Donald Trump, mais je vais dire que, dans la logique, si les États-Unis laissent le libre marché à la Chine,
les États-Unis risqueraient de se faire laminer. Pourquoi? Vous venez de le dire. Le pouvoir d'achat en Chine est très faible. Le salaire en Chine est très faible. On ne va pas le comparer avec les salaires américains. Non, on ne va pas comparer avec les salaires Et américains. c'est pour ça Harris a dit non, ça c'est suicidaire. Donc, si on prend les entreprises, se délocalisent en Chine, produisent en Chine à moindre prix, et si les lieux d'écoulement de ces produits, c'est les États-Unis. S'ils amènent ces produits-là pour être consommés aux États-Unis, ça veut dire que les produits américains produits aux États-Unis ne seront pas concurrentiels. Et donc, il faut prendre des mesures. Voilà pourquoi Trump dit, je vais taxer. Nous avons les mêmes problèmes ici. Hein? On nous envoie des Soso et Bembadou là. On nous envoie les riz qui viennent de Pakistan, de l'Inde. On importe presque tout ce que nous consommons en tant que denrées alimentaires. Alors que nous avons 120 millions d'hectares de terres arables. Donc 80 millions immédiatement utilisables. 40 millions à défricher. Le même, à peu près, nombre d'hectares que la Chine. La Chine nourrit, déjà elle-même la Chine, c'est 1,5 milliard d'habitants. Avec des terres arables comparables au Congo. Le Congo a à peine 100 millions d'habitants. N'arrive pas à les nourrir. Donc le problème, c'est nous. Nous devons produire. Mais pour produire, il faut qu'il y ait impulsion au niveau du régime, impulsion au niveau politique. Il faut qu'il y ait impulsion parce que c'est la politique qui détermine la politique de la nation. Donc c'est aux politiques d'impulser pour que nous puissions produire plutôt que d'importer du riz de mauvaise qualité qui viennent de l'Inde, qui viennent de Pakistan, plutôt que d'investir dans nos producteurs qui peuvent nous donner le riz de qualité, l'oswabumba. Quand nous étions gamins, on mangeait ça, l'oswabumba. Mais un grain de riz, l'oswabumba. Mais c'est pour ça le ministre de l'Agriculture était en Chine. Il était en Chine pour trouver des partenaires et pour permettre que ces familles de Bumba qui vous parlez dans ce plateau de Sageko retournent. C'est-à-dire que le gouvernement de Kinshasa aujourd'hui est en train de faire des sortes. On va même un mot sur le déprogramme avec la FMI, le Fonds monétaire international. Kinshasa rentre encore ce programme sur FMI. Et vous voyez que les lignes de Kinshasa, économiquement, commencent à bouger. Parce que on voit que ça ne bougera pas dans ces domaines-là. Que le gouvernement, la semaine qui vient de passer, on était dans le même plateau de Sageko où on a vu que le ministre de l'économie a essayé d'exempter quelques taxes autour des 9 produits de grande consommation pour que les coûts soient quand même dans la normalité de la consommation congolaise. J'ai dit tout ça, ce sont des mesures cosmétiques. Si vous ne produisez rien, vous n'arriverez pas à baisser le prix. Parce qu'il peut y avoir perturbation à la production. Oui, vous pouvez baisser vos taxes. Mais s'il y a perturbation à la production, ça va influer toujours sur les prix. La meilleure baisse de prix, c'est le produit congolais que nous pouvons contrôler. Ça veut dire que nous pouvons produire en francs congolais et vendre en francs congolais. Là, nous pouvons contrôler les prix et nous pouvons contrôler nos produits. Mais quand les produits sont importés à presque 100%, vous allez baisser quoi? Parce que la production ne dépend pas de vous. Et ici, j'ai dit 120 millions de terres arables. Et vous me rétorquez, les ministres de l'Agriculture étaient en Chine. Mais c'est que dans la délégation. Ce qu'il ne faut pas ignorer ici. Ce qu'il ne faut pas ignorer ici. C'est que j'ai dit 120 millions d'hectares de terres arables. Mais un grand nombre d'hectares de ces terres arables sont déjà concédés aux Chinois. Les Congos ne les contrôlent pas. Les Chinois, vous savez, pour fabriquer quoi? Pour produire quoi? C'est pas pour nous produire du maïs. C'est pas pour nous produire du foufou. C'est pas pour nous produire de l'igname. Les Chinois veulent produire du jatropha. Les jatropha qui va leur permettre, eux, d'exporter les jatropha en Chine pour fabriquer du biocarburant. Donc nous ici, ils vont implanter ici du jatropha. Ils vont prendre ces feuilles de jatropha, envoyer en Chine pour fabriquer des biocarburants sur nos terres. Les terres qui pouvaient servir de produire de maïs, de foufou, de produire diverses denrées alimentaires. Non, nous avons dilapidé ces terres. Nous avons vendu aux Chinois. Une grande partie des terres arables congolaises
il faut le dire, les Congolais qui me suivent, ne sont plus propriété du Congo. On a vendu une grande partie des terres arables congolaises aux Chinois et aux Indo-Pakistanais qui produisent du jatropha en vue d'envoyer en Chine pour la fabrication du biocarburant. Ça ne nous sert à rien du tout. Donc, je veux dire, il peut aller en Chine, ce ministre d'Agriculture. Il peut aller négocier tout ce qu'il veut en Chine si on ne met pas les moyens pour nos agriculteurs. Si on ne met pas à disposition de nos entreprises, notamment dans les domaines de l'agroalimentaire, pour qu'il y ait production au Congo, on ne contrôlera pas les prix. On ne contrôlera pas les prix. C'est l'économie à ses agrégats. L'économie a ses agrégats. Lorsque votre déficit commercial est chronique depuis des années, vous faites l'exportation de fonds. Vous avez vu quand même pour acheter les produits finis. Le du ministre des Commerces extérieurs, cher Julien Paluku, avec l'histoire de frontières Zambie, il a essayé un peu de faire ce que vous êtes en train de dire sur le président Trump. Ça veut dire qu'il fallait faire de sorte que la plupart des produits ne rentrent plus. Par exemple, le boisson, le soldat, le boisson sucré. Aujourd'hui, à Maluku, nous avons une usine qui produit et ça ne sert à rien que les commerçants essayent d'importer. Il faut acheter ici à Maluku. Il y a des produits made in Kinshasa où les gens peuvent consommer. C'est fini. Le ministre se trompe de l'époque. C'est fini l'époque de l'économie dirigée. C'est fini l'époque de l'économie administrée. L'État n'est plus à l'interdiction. Aujourd'hui, en économie, on n'interdit pas. En économie, on se renforce d'abord à l'intérieur et puis on met des taxes, comme Trump veut le faire. Il ne dit pas, Trump, que je vais interdire les produits chinois de venir aux États-Unis. Non. Parce qu'il y a beaucoup de la contrebande, parce qu'aujourd'hui les gens profitent, au lieu de payer les taxes, ils essaient un peu de déballer le conteneur, il fait rentrer dans nos bois, il le fait inverser dans la République démocratique du Congo. C'est pour ça, verrouiller les frontières, parce que c'est une concurrence déloyale à ce que le Congolais produisent. Mais la concurrence déloyale naît du fait que au Congo, si vous produisez au Congo, vous êtes asphyxié par les taxes. Vous êtes écrasé. J'ai toujours donné cet exemple. J'ai ma maman qui est là-bas en Ngiringiri chez mes parents, qui vend du pain, à qui l'économie de la commune, les services de la commune lui réclament $50 des taxes. La maman, son capital est de $30. On lui réclame au niveau de la commune, au niveau de l'économie de la commune, on lui réclame $50 des taxes. Impôt négatif, l'impôt qui détruit. C'est pas seulement le cas de ma maman là que je connais en Ngiringiri, mais c'est le cas de beaucoup de commerçants qui sont découragés. Et vous êtes dans la chaîne des entrepreneurs et des investisseurs de l'espace francophone. Normalement, Kinshasa aujourd'hui a créé des zones franchies. Vous comprenez, des zones économiques spéciales. En France, on dit zones franchies urbaines, où quand vous êtes installé dans ces zones-là, il y a des exonérations. Non. Tout ça c'est des mensonges. Si je vais à la zone de Maluku, j'achète ce qu'on y vend là-bas pour venir revendre à Winza Bayaka. Je dis toujours Winza Bayaka, c'est Ngiringiri, hein? J'y suis né là. Si vous achetez à Maluku, vous mettez dans un camion. Maluku, c'est déjà Kinshasa. Hein? Je vous mets au défi d'arriver jusqu'au marché de Bayaka sans qu'il y ait des barrières sur la route qui vous taxent. Il faut qu'on arrête de raconter des bêtises aux Congolais. Si vous achetez à Maluku, si vous êtes un petit commerçant de Winza Bayaka, avec ma pick-up, je vais là-bas, je me ravitaille là-bas pour que j'arrive au marché de Bayaka. On va m'arrêter sur la route même 10 fois. Ici, 10 fois, je vais payer. Oh. Ah bah oui. Il y a des barrières. Même si vous quittez Maluku, la première barrière, c'est au niveau de Bandundu, la route qui va vers Bandundu, la route qui va vers Kinshasa. On vous arrête là. Je vais vous compter les barrières. On vous arrête là. La deuxième est où? La deuxième est au niveau de... Après l'aéroport. Kinshasa et Asuka. On vous arrête là. Il y a encore une autre barrière. Wenze, le marché de la liberté. On vous arrête là. Il y a un mirail là pour que les camions ne passent pas. Vous ne passez pas. Vous ne passez pas. Soit c'est des barrières légales, moi je ne sais pas, soit c'est des barrières illégales. Mais de toute façon, pour les commerçants, qu'ils payent légalement pour continuer avec son produit jusqu'au Winza Bayaka, ou qu'ils payent illégalement
Lui, il veut amener son produit au Wenzabayaka. Donc, continue encore les taxes. Là, nous sommes au marché. Nous quittons Maloko. Oui. Au niveau de la route qui va vers Bandundu. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Parce que ces zones-là, on l'a fait pour permettre aux entreprises d'avoir quand même le béquille d'agir. Ce n'est pas possible parce que ces produits-là, allez, admettons que ce produit là-bas, l'entreprise est située à Maloko. Mais les centres de consommation, ce n'est pas Maloko. Les centres de consommation, pour Kinshasa, ne prenons qu'un Kinshasa. Les centres de consommation, c'est ici vers les communes qui ont le pouvoir d'achat. Hein, ça veut dire commune Gombe, Ngiringiri, commune de Kalamou, donc tous ces Wenze-là. Il faut ravitailler le Wenza Liberté, il faut ravitailler les grands marchés, il faut ravitailler le Wenza Bayaka, il faut ravitailler le Wenza Yamatete. C'est là qu'il y a les centres de consommation. Maintenant, pour prendre votre produit de Maloko et arriver au marché de Bayaka, chez moi, en Ngiringiri, vous avez une quinzaine de barrières. Qui sont là uniquement, qui attendent que les camions qui passent avec la marchandise. En tout cas, les camions de marchandises ne passent pas. Ça peut être des routiers, enfin, ce qu'on appelle les polices de roulage. Des fois, ce n'est pas de barrières formelles. Hein? Ça peut être la police de roulage. Ça peut être la police normale. Ça peut être la douane. Ça peut être... Bon, ça peut être même l'armée. Quand vous arrivez au niveau des Kanseta. Voilà. En tout cas, nous arrivons déjà à la fin, parce que le temps, ça ne badine pas, cher Pati Katanga. Le caméra est là. Et avec tout ce qu'on vient de voir, les États-Unis, l'Afrique doit faire quoi? Et y compris ce programme, les deux programmes du gouvernement congolais, face aux réalités économiques et à la Banque mondiale, FMI, Fonds monétaire international. Parce qu'il y a 3 ans, c'était un programme qui était pour lutter contre la corruption, permettre que le système financier intervienne autour de l'économie, le financement des petites et moyennes entreprises ou l'économie. Et aujourd'hui, le gouvernement a encore des programmes avec FMI. Vous, en tant que politique, vous ne voyez pas que le gouvernement de Kinshasa est dans de bonne voie. Il cherche des voies et moyens pour que l'économie congolaise revienne, ce que vous avez toujours cherché. Le caméra est là parce que nous sommes arrivés à la fin. Le premier critère de confiance, le premier critère de l'économie, c'est la confiance. Oui. Ça veut dire que le peuple doit adhérer. Il n'y a pas confiance. Il y a rupture de confiance, en tout cas en ce qui concerne mon pays, mais ça vaut aussi pour l'Afrique. Oui. Il y a rupture de confiance entre les dirigeants et les dirigés. C'est un grand problème. Les dirigés ne croient pas aux dirigeants. Les dirigeants ne donnent pas de garantie à ceux qu'ils dirigent. Et ça, je peux comprendre. Pourquoi se fausser? À cause des problèmes politiques. Problèmes politiques institutionnels, problèmes politiques de gouvernance. De gouvernance. L'Afrique, quand elle est partie en Chine, là, je suis dans mes derniers mots, vous allez remarquer que nous y allions comme ça en ordre dispersé. Nous sommes allés en Chine en ordre dispersé. On n'a pas eu le temps de nous voir, les Africains, à Addis Abeba, au siège de l'Afrique, pour sortir une feuille de route, pour montrer à la Chine, voilà les besoins de l'Afrique. Voilà ce dont l'Afrique a besoin. Si vous voulez mettre des moyens, si vous voulez nous donner des crédits, vous voulez nous endetter, il faut nous endetter dans ce cadre de domaine-là. De toute façon, ils ne donnent pas l'argent. L'argent reste en Chine. Ce sont les entreprises chinoises qui gagnent des marchés pour venir travailler ici. Là, il faut inverser le paradigme. Les entreprises chinoises, non seulement doivent d'abord faire consommer la feuille de route de l'Afrique, et puis obliger les entreprises chinoises de travailler avec les entreprises africaines. Obliger les entreprises chinoises de faire les transferts de technologies. Il ne faut pas qu'on nous amène ici le produit fini. Il faut qu'on installe des sites de fabrication en Afrique pour que l'Afrique puisse bénéficier du transfert de technologies. Et à ce moment-là, l'Afrique peut commencer à regarder les infrastructures, peut commencer à développer son commerce. Mais je sais que c'est un problème. Les dirigeants africains qui sont partis en Chine, quand je regarde cette panoplie, déjà il y a un problème politique. Vous avez ceux élus démocratiquement, c'est le cas de Macky Sall, que j'applaudis. Il y a ceux élus démocratiquement, comme l'Afrique du Sud. Mais la majorité de ceux qui sont en Chine n'ont pas en réalité les mandats de leur peuple. C'est la tricherie, c'est machine à voter,
c'est des... En Algérie, on a eu 94% pour les présidents sortants, 94%, mais il y avait 24 millions d'électeurs. L'Algérie n'a voté qu'à 5 millions. Et la CNI de l'Algérie nous dit 5%, c'est 48, quelque chose de pourcents. Donc vous comprenez que l'Afrique a un problème sérieux. Dans un fichier de 24 millions, il n'y a que 5 millions de votants. Pourquoi? Mais parce que 19 millions n'ont pas confiance. J'ai parlé de confiance. 19 millions d'Algériens ne sont pas allés voter parce qu'ils n'ont pas confiance en ce système-là. Ils n'ont pas confiance aux autorités. Et encore, ils vont renforcer encore la méfiance en déclarant que le président de la République est élu à 94%. OK. Quel est le taux de la participation? 5 millions des Algériens ont voté. 5 millions sur 24 millions, et on dit c'est 48%. Au bout de Afrique. Vous voyez de quoi? Donc, il y a un problème politique. Il y a ceux qui sont partis là-bas qui n'ont pas qualité, qui n'ont pas le cutus de leur peuple. Cher Pati Donc, Katanga, tant qu'il persistera cette méfiance entre le peuple et les autorités qui les dirigent, il n'y aura jamais. Nous vous remercions pour avoir honoré cette invitation de la chaîne francophone de l'économie de Kinshasa, InfoSAG, avec l'émission SAG Politique. La semaine prochaine, on sera encore ici pour les enjeux économiques du continent, et en particulier c'est de la République démocratique du Congo. Remercions aussi l'équipe technique de l'émission SAG Eco, y compris les internautes, les francophones et les Congolais qui nous suivent à travers toutes les capitales du monde. Quant à moi, prochain numéro, si vous voulez être à la place de cher Pati Katanga, écrivez-nous sur le plateforme. N'oubliez pas à liker, partager, mettez vos commentaires au bas de ces vidéos. Continuez à nous suivre sur YouTube et toutes les plateformes digitaux. Cher Pati, prochain numéro de SAG Eco. Merci. C'est moi qui vous remercie. SAG Eco. Présenté par Mathieu Takizala.